Parce que le député Sodinou, qu'il m'en excuse, mais ce qu'il fait là, on appelle ça de l'extrémisme. C'est pareil à des gens qui se mettent la bombe, la ceinture de bombe et qui vont se faire exploser dans les églises, vont se faire exploser dans les marchés. C'est pareil à ça. Qu'il m'en excuse et qu'il prenne conscience du danger qu'il fait courir à tout le monde. S'il est vraiment, il a été vraiment militant, il doit prendre conscience que le président Adrien Mbedi, qui est de Porto Nouveau où il est en difficulté simplement pour avoir dit son opinion sur comment il pense qu'on peut gouverner le pays et que s'il aime bien, s'il n'aime pas les Béninois et qu'il aime au moins les Porto-Nouviens, il peut se dire, mais en faisant autrement, je peux aider le président Adrien Mbedi. Il peut se dire que Joël Aïvo, qui est aussi de Porto-Nouveau, je peux l'aider en faisant autrement. Je ne pense pas que beaucoup de Béninois font confiance à la Sénat, euh, aux institutions en général. Je ne le pense pas. Ça, ça peut sembler une déclaration forte, mais la Sénat, au fil des années, s'est discréditée, n'est-ce pas? Avec, pour moi, par exemple, une déclaration aussi tonitruante que de dire que les documents électoraux dans un processus électoral qui n'est pas encore terminé sont caducs. Euh, et beaucoup donc de comportements donc de la Sénat que nous avons constaté dans le temps qui ne sont pas de nature à renforcer la confiance qu'on peut avoir en cette institution-là. Oui, si cela s'avérait, puisque c'est le candidat qui parle, il faut aussi prendre des gants par rapport aux déclarations des candidats, euh, étant donné que l'analyse ici est une analyse sérieuse. On peut prendre fait et cause pour les uns et les autres, mais il faut porter des gants dans une analyse sérieuse pour dire que si cela s'avérait que effectivement l'huissier qu'on a retrouvé là est le même huissier qui est venu au domicile du président Yahi, c'est, je dirais que en fait, ce qui se passe, c'est que le, le camp de la mouvance, et puis bon, le camp de la mouvance, simplement parce que la mouvance utilise abondamment et sérieusement les institutions, n'a pas peut-être initié la division ou les querelles qu'il y a au sein du parti, mais le camp de la mouvance récupère et veut récupérer ces divisions-là pour sa cause. Euh, si l'esprit donc, des réformes dont on nous a parlé est celui qui a guidé véritablement les gens, je crois que la Cour ira dans la direction de renforcer le système politique. Et renforcer le système politique, c'est renforcer le parti au détriment de la volonté de l'individu. Et pire, vous êtes aux États-Unis, et je vous rappelle que je crois que c'est Nixon, n'est-ce pas, qui a essayé d'espionner le Parti démocrate en son temps et que lorsqu'il a espionné le Parti démocrate et que cela a été découvert, c'est allé à sa démission. Et, et si nous avons un pays sérieux, si nous avons un pays sérieux, je crois que même les actes de Sodinou, l'État devrait diligenter une enquête tout de suite, parce que là, on veut renforcer les partis politiques. Et si on veut renforcer les partis politiques, il faut les protéger contre les agissements des individus, contre les agissements comme ça, et faire de sorte que on, a, on ne donne pas à l'individu la possibilité donc, de détruire l'élan d'un parti politique, l'élan qui est en construction, même si je ne suis pas d'accord avec cet élan depuis les réformes de 2018, l'élan qu'on nous a dit que c'est ça qui guide les réformes, je crois que si on tient compte de tout ça, les arguments
qui consiste à lire la loi comme un élève ou un étudiant de droit seront tombés et nous allons naturellement avoir une décision en faveur donc, du parti. C'est-à-dire que, or, la situation politique dans laquelle le parti est né devrait faire prendre conscience à chacun donc de la nécessité de taire les luttes internes, de sorte à aller d'abord prendre le pouvoir et après, vous pouvez parler des luttes internes. L'ANC a fait face à des choses pires que ce que nous avons au Bénin ici, mais l'ANC a lutté, un peu comme le PCB, s'est organisé pour aller chercher le pouvoir. Martin Rodriguez, j'ai suivi beaucoup d'acteurs hein, qui disent la même chose, il ne faut pas aller aux élections. Je crois qu'ils se trompent. Je crois qu'ils se trompent. Et qui ont dit, oui, on ne va pas à une élection avec un dictateur. Je crois qu'ils se trompent. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est vrai, un dictateur a toujours toutes les cartes en main. Un dictateur peut toujours, à tout moment, faire ce qu'il veut pour contrôler un processus comme il veut. Mais il arrive toujours ce moment M, où il y a une petite faiblesse, et c'est ça que tout le monde prend et qui fait qu'on arrive à atteindre les objectifs, donc de lui prendre le pouvoir. Bonjour, chers internautes de BeAfrica Web TV et merci pour votre fidélité. La Commission électorale nationale autonome a désormais enclenché le processus électoral en vue de la présidentielle d'avril 2026, dont l'une des principales étapes, celle du dépôt des candidatures, s'est achevée cette semaine. Déjà, l'atmosphère politique s'est alourdie. Incertitude autour de la participation de certains partis politiques, division interne, jeu d'alliance et d'influence, tout semble annoncer une campagne sous tension. Quel regard porter sur ce processus électoral, sur les rapports de force qui se dessinent et surtout sur la crise interne au sein du parti politique Les Démocrates de l'ancien président Yahi Boni? Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau Dr Paul-Marie Rouissou, théoricien de la gouvernance d'État, enseignant-chercheur et analyste politique. Bonjour Dr Rouissou et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Jules et bonjour aux internautes. C'est un plaisir pour moi de me retrouver dans cet espace parce que j'ai souvent suivi vos émissions et vos débatteurs habituels. J'espère qu'ils seront là aujourd'hui pour qu'on échange un peu. Et je crois que c'est un espace, si ça n'existait pas, il fallait le créer. Et merci pour tout le travail que vous faites. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Comme je le disais, 5 duos de candidatures ont été enregistrés par la Sénat. Selon vous, docteur Rousseau, cette offre politique reflète-t-elle euh, en réalité la diversité de l'échiquier politique béninois? Non, du tout pas. Non, du tout pas. Parce que là, on a les partis de la mouvance qui, comme moi j'ai pris l'habitude de le dire, naviguent toujours dans la marge de la loi, jamais en suivant la loi normalement. Et ensuite, on a le parti Les Démocrates. Tout le reste, pour moi, c'est du cinéma. La FCPE, vous le savez bien, a été activée pour une cause bien précise et nous y sommes. Puis, vous savez que les deux autres duos, moi, je ne les connais même pas, ça a surgi hein, le dernier jour de dépôt des dossiers. Je ne sais même pas d'où ils viennent. Et puis, bon, donc, je ne sais pas si c'est parce que, entre-temps, Moïse Soudé et moi, et je me rappelle plus trop le nom du troisième, mais on avait fait une émission pour dire que la mouvance aurait mieux fait, au lieu d'aller chercher la FCBE, aurait mieux fait de choisir
un duo en son sein pour y aller, que bon, ce duo-là a surgi. Mais il paraît que le duo n'a même pas de comme parrainage. Et donc, ça n'a pas grande valeur lorsque ça n'a pas de parrainage. Puis, il y a le dernier que, bon, franchement, je ne sais pas. Il paraît que c'est une dame qui a surgi comme ça à la dernière minute donc, de dépôt des dossiers dont la Sénat s'est fait le plaisir quand même d'accueillir le dossier. Et bon, nous voilà, je crois que ces duos ne reflètent pas du tout la réalité politique de notre pays d'aujourd'hui. Vous savez que notre pays aujourd'hui, les courants qui traversent le- l'échiquier politique, il y a les partis de la mouvance, dont l'un, vous le savez bien aussi, si tout était allé normalement depuis les dernières élections, aurait disparu. Et puis, le parti, les démocrates, qui, à mon sens, a un ancrage assez suffisant hein, sur le territoire national pour enlever les sièges et faire élire son duo. Et puis, il y a les partis comme Restaurer l'espoir, le parti donc de candidat Zanaï qui représente pour moi aussi un courant sur le terrain. Puis il y a le parti, donc les Korogonais et puis les autres euh, qui représentent quelque chose sur le terrain, le parti de Guédou, qui aussi, pour moi, représente quelque chose. Mais tous ces partis, comme vous le savez, ont été mis à l'écart par ce code électoral que moi j'appelle, que je dis désormais que c'est un code qui est où on a mis beaucoup et suffisamment de mines antipersonnelles pour empêcher donc les uns les autres d'avancer. Et donc, on a écarté tout ce beau monde. Et pour quelle cause? Je ne sais pas si la cause nationale, c'est que ce que vous sentez, moi, je sens, ce que chaque Béninois sent, demande que nous allions à ce niveau-là de restriction de la vie politique de notre pays. Mais comme vous le savez, les gens qui nous dirigent depuis un certain temps ont fait l'option de faire comme la Chine et ils l'ont clairement annoncé, n'en déplaise à ceux qui n'aiment pas souvent les écouter. Et ils l'ont clairement annoncé que le modèle chinois est le modèle qu'ils veulent suivre. Ils ont envoyé des députés donc en Chine pour voir un peu comment ça se fait là-bas. Et donc, c'est ce que nous vivons. On va vers ça. C'est pourquoi il y a des partis sous-fifres comme la FCBE, donc, qui de temps à autre sont appelés pour sauver la maison et pour faire croire aux uns aux autres, mais nous sommes suffisamment mûrs maintenant, même si dans les premières heures, on pensait que, bon, c'était quand même, il faut quand même que toutes les tendances s'expriment, mais nous sommes suffisamment mûrs maintenant pour comprendre que ces gens-là n'ont pas du tout le Bénin à la tête. Ils ont envie donc de pouvoir exister de pouvoir exister et puis de profiter donc de l'argent qu'on leur donne. C'est de ça qu'il s'agit plus simplement pour moi. Voilà à peu près moi. Je Oh, ne pense pas que les cinq duos-là représentent véritablement la réalité politique de notre pays à ce jour. Je crois que c'est une fabrique de la manipulation qui s'est faite depuis un certain temps par la mouvance présidentielle. Et maintenant, bon, elles sont là. Cependant, je crois, si les LD, si les démocrates participaient à l'élection, je crois que ils ont vraiment des possibilités, sauf que nous voilà, nous sommes dans oui. le On va y revenir, oui. Mais voilà. parlant de restriction de l'espace politique, on sait que le parrainage depuis 2021
a empêché certaines personnalités politiques de participer déjà à l'élection présidentielle de 2022. Est-ce que ce parrainage qui a été créé, est-ce que c'est un outil de régulation ou bien d'exclusion selon vous? Non, mais c'est clair, on peut tout dire, quoi. On peut faire des narrations autour de ça, mais c'est clair que c'est un outil d'exclusion, hein, pas de régulation. Je ne sais pas ce qu'on voulait réguler en amenant le parrainage dedans. Moi, dès le départ, je l'ai dit, sur, je crois, c'était plutôt la télévision, donc Sika News. Je l'ai dit dès qu'on a adopté le parrainage que ceux qui ont adopté le parrainage ne connaissent pas la sociologie politique du Bénin. Et ça n'a pas raté, parce que quelques mois après, on a eu l'élection de 2021, au cours de cette élection, on a entendu dire on est allé chercher donc des millions au Togo, on est allé chercher des millions ici, on est allé chercher des millions là. Et donc là, maintenant, c'est devenu un problème pour tout le monde. Et bon, vous savez, ce que moi, heureusement, j'ai vécu, donc je vis au pays et j'ai vécu au pays pendant longtemps, et j'ai passé longtemps à apprendre et à comprendre ce qu'on appelle la construction des nations, qui est la dimension, comme on le dit, qui manquait à la question de développement. Et, et j'ai passé depuis 2017, non, pardon, depuis 1997, j'ai passé ma vie dans les médias, en commençant par Golf FM, et j'ai observé les politiques, les comportements, la façon de faire, ce que chacun pense, ce que chacun veut faire. Je crois que nous en sommes arrivés à une époque où il y a un groupe qui a pris le pouvoir et qui ne veut plus lâcher le pouvoir et qui utilise tous les moyens à sa disposition donc pour exclure les gens. Il vote des lois, il ne respecte pas ces mêmes lois, il prend des décisions, ne respecte ces décisions que lorsque ça arrange ses projets. Et donc, nous sommes dans une situation où, depuis un certain temps, le Béninois a perdu contrôle de son système politique. Et la question de parrainage est l'illustration le plus avancée, l'illustration la plus avancée, pardon, de de cette réalité que le Béninois a perdu le contrôle de son système politique. Puisque le parrainage, c'est déjà enlevé aux Béninois la possibilité de choisir librement leurs dirigeants. Nous savons, nous tous, que oui, il y avait beaucoup de partis politiques. Et moi, j'ai toujours dit que non, on a ceux qui disent que pour corriger le nombre de partis politiques, c'est d'aller à une réforme qui restreint ou qui met des difficultés sur comment vous devenez parti politique. Ils n'ont pas réglé le problème. Parce qu'en réalité, le nombre multiple de partis politiques que nous avions eu, c'est source, c'est cause. Et ces causes ne se trouvent pas dans la façon dont on devient parti politique, mais ça se trouve dans dans l'action de ceux qui entretiennent les partis politiques qui sont créés. C'est-à-dire que, vous savez, après le président Soglo, le président Kérékou a eu c'est lui qui a lancé la décentralisation dans le pays. Et ce qu'il a observé dès que la décentralisation s'est faite, c'est que les Béninois, le peuple béninois, foncièrement contre la, la domination d'un groupe sur le pouvoir politique, le contrôle total d'un groupe du pouvoir politique. Donc le peuple, lorsqu'il vous donne, par exemple, le pouvoir central, ne veut pas nécessairement vous donner le pouvoir législatif, ne veut pas vous donner le pouvoir municipal, donc tous les pouvoirs municipaux. Donc, ce qui fait que lorsqu'on est allé aux urnes après la décentralisation, le peuple béninois a, par exemple, mis le président Soglo à la mairie de Cotonou.
a mis le président Adrien Mbedi, qui plus tard s'est rebiffé, à la mairie de Porto-Nouveau. Vous voyez à peu près, donc le peuple béninois a cette tendance-là à ne pas, c'est-à-dire cette tendance démocratique, créer son propre contre-pouvoir dans l'exercice de l'autorité. Mais les politiques sont gênés par ça. Ils n'ont pas la culture de gérer cette divergence pour aller de l'avant. Et ce que Kérékou a trouvé comme solution, c'était de diviser pour régner. Et donc, c'est Kérékou qui a amorcé la naissance des partis donc, qui surgissent comme ça et on les finance pour qu'ils puissent contrer telle domination ou telle hégémonie sur telle partie de notre pays. Et vous le savez bien, pour ne vous donner qu'un exemple, l'OM Plateau était sous le contrôle du PRD. Quand, sous Kérékou, bien sûr, Fagbohou a émergé. Nous l'avons vu commencer à aller donner des motos, des voitures au préfet, des motos à la préfecture, pour ci, pour ça, donner de l'argent aux uns aux autres. Et puis après, bam, aux élections qui suivaient, il est allé aux élections, il a pris contrôle du plateau. Donc, le contrôle, l'hégémonie du PRD sur les deux départements s'est divisé en deux. D'où on a eu maintenant le plateau contrôlé par Fagbohou et puis l'Ouémé contrôlé par Porto-Nouveau. Et si je prends n'importe quelle partie du pays, je vais vous dire, c'est la même chose qui s'est faite sous le président Kérékou. Donc, cette habitude qui était donc de diviser, il faut dire les choses avec les mots réels, diviser pour régner, a été poursuivi, mais alors à grande échelle sous Yaïboni. C'est ça qui a créé le nombre extraordinaire de partis politiques que nous avons. Donc, vous voyez que l'action de division de notre pays en petits morceaux, ce n'est pas du ressort de ceux qui créent ou bien de la loi qui demande qu'on crée des partis politiques, mais du ressort du stimulant que les gouvernants donnent aux uns aux autres pour aller créer des partis contre celui-ci ou contre celui-là. Et donc, pour régler ce problème, il fallait simplement que les gouvernants cessent de créer, de pousser à la division et qu'on demande aux uns aux autres de se regrouper, que de façon naturelle, notre système politique croisse. Maintenant, on a maintenant mené une fabrique qui est complètement étrangère au mode de vie ou de perception des populations. Et sur ça, maintenant, on surfe, on manipule les choses. Et donc, le parrainage est l'un des éléments de ces fabriques-là qui vient. On a dit que c'est pour la modernisation de notre système politique, mais c'est plutôt pour moi, c'est un élément, vous voyez, à peu près qui remet dans la main du pouvoir donc cette possibilité de contrôler les autres ou de contrôler les partis. Et c'est ça le problème. Donc le parrainage, non, c'est un vrai problème pour notre pays. J'espère que nous trouverons les moyens donc de résoudre ce problème. C'est un problème qui est venu soi-disant résoudre un autre problème et vous comprenez maintenant que c'est ça qui est la base de tous nos malheurs. Voilà. Revenons au duo en place aujourd'hui. On va parler des deux formations ou bien des deux forces politiques majeures. La mouvance présidentielle portée par M. Romi Adouadani et l'opposition portée par Maître Renaud Agojo. Vous avez suivi la désignation de ces duos-là. Quel regard portez-vous sur ce processus de désignation d'un côté ou de l'autre? Bon, prenons déjà la mouvance, on va commencer par là. Vous savez que ça a commencé depuis 2023. Ça a commencé par la détermination ferme du président de la République de positionner quelqu'un et d'être derrière cette personne. Et cette détermination s'est manifestée, je crois, en août,
quand M. Romeki est allé quelque part dans un meeting dire que lui, la personne qui doit succéder au président Talon, selon lui, c'est Olivier Bocor. Le gouvernement était en congé, comme d'habitude, hein, les mois de d'août, mois de congé pour le gouvernement. Mais dès le retour, le premier conseil des ministres, ce ministre a dû démissionner. Donc, il a dû démissionner. Donc, quand je dis il a dû, ça veut dire qu'il y a une force qui a poussé à sa démission. Et tout le monde le sait avec les éclats. Donc, les échos, donc les éclats qui nous sont parvenus du Conseil des ministres. Et puis, donc, tout est engagé à partir de là, à partir de cet instant où le signal fort a été donné donc à tous les membres de la mouvance de ne plus parler de qui que ce soit comme successeur. On a vu tous les autres épisodes de ce feuilleton, en passant par tous les prétendants qu'on a une fois cités, Dagnan, Parti, euh, qui d'autre, et puis Bocor lui-même, à un moment donné, ça s'est terminé, comme vous le savez. Et puis, les autres plus petits fretin, on va dire, comme Adambi et autres ont été écartés tout de suite. On a aussi vu les ambitions donc, du professeur Djogbenou qui ont été sacrifiées, tout cela pour aboutir à ça. Et bon, maintenant, se met derrière ça le cinéma et la théâtralisation. Vous savez, la politique et le théâtre. Et on nous a appris maintenant qu'il n'y a plus une grande différence entre les deux. La théâtralisation qui met en scène maintenant un certain nombre des leaders de partis qui vont maintenant dire on a désigné. Donc, vous voyez, le terrain déblayé, bon, on peut y aller, quoi, puisqu'on avait mis le mot désigné dans le code électoral pour ça. Donc, on a désigné le candidat et puis le chef de l'État a accepté. Donc, ce que vivent les démocrates aujourd'hui, c'est ça que la mouvance a commencé depuis 2023. Et il me souvient, moi, très clairement que en 2024, déjà, j'ai attiré l'attention, j'ai été très critique vis-à-vis du parti Les Démocrates, j'ai attiré l'attention sur le fait qu'il faut et arrêter avec ces soi-disant cadres de ceci, cadres de concertation de ceci, et se concentrer sur les élections à venir en désignant clairement un leader. Que le leader pointe son nez et qu'on y aille. Ensuite, qu'on ait le projet de société. Votre ami Vigile vous le dira, il m'avait critiqué en son temps quand j'ai dit qu'il faut un projet de société. Il faut un leader qui incarne ce projet de société et que le leader aille face à cet appareil qui est devant nous et qu'il confronte l'appareil. Que l'appareil veuille l'écraser ou pas, il doit montrer qu'il est capable de confronter cet appareil-là et que se mette en place tout le processus depuis 2024. Bon, je crois avoir fait et j'ai entendu les gens me critiquer, me dire que oui, moi je suis ci, moi je suis ça. Bon, moi j'ai déjà maintenant quand même beaucoup d'expérience pour que les critiques dans les médias ne me disent pas grand-chose parce que moi j'ai une perception ma vision du monde, une perception des choses et une perception structurée par de longues années d'études sur la question de l'État, de sa gouvernance, de sa construction. Et donc, vous voyez, l'option qui a été faite après les critiques que j'ai commencé, hein, juste après les critiques de 2024, l'option qui a été faite, c'est de lancer tout le monde sur le terrain et de faire de sorte qu'on aille, que les démocrates organisent des sessions ici, des sessions là. Déjà là, ces sessions étaient confrontées à des difficultés de la police qui empêche donc le parti donc de s'organiser, de rencontrer les militants sur le terrain
Et, et bon, je n'ai pas vu, à part, oui, quelques protestations et puis des saisines de la Cour constitutionnelle ou de quelle cour, je ne sais plus, je n'ai pas vu grand chose se faire, mais il y a eu à un moment donné beaucoup d'engouement où les sorties donc, des démocrates se sont multipliées. Et là, on a vu qu'il y a quelque chose quand même qui se faisait. Mais ma déception, je ne parlerai pas encore de déception parce qu'il faut attendre l'aboutissement total donc, de ce processus pour tirer les conclusions. Mais mon observation est que la stratégie a été trop linéaire. Elle a été trop linéaire. Et donc, elle est lisible. Et lisible. Et la stratégie s'est appuyée sur un rapport avec les députés qui voulaient faire croire qu'il n'y a pas de problème, on est dans l'harmonie, on est que tout va aller bien. Mais c'est oublié, c'est oublié les deux grands phénomènes qui empoisonnent la vie politique et la vie, même sociale simplement, hein, culturelle de notre pays. Les deux grands phénomènes, c'est le tchétchénabisme et c'est la béninoiserie. Pour ceux qui ne comprennent pas le fond, le tchétchénabisme, c'est cette idée ou ce comportement de l'homme qui veut que ce soit sa volonté qui soit faite. Point final. La volonté des autres, peu importe. Ça, c'est le tchétchénabisme, ça. Le tchétchénabisme, pour traduire ça littéralement, c'est ma chose qui sera cuite. Si nous mettons quelque chose sur le feu, vous avez du feu, c'est la mienne qui sera cuite, la vôtre peut rester là. C'est un peu, ça, c'est un phénomène fondamental dans la vie socioculturelle de notre pays et politique hein, de notre pays, dont souvent les acteurs me semblent ignorer les effets, les causes et les effets. Deuxième, deuxième élément très important, donc la béninoiserie. Donc la béninoiserie, c'est, vous savez, le pouvoir établi. Et la béninoiserie m'a expliqué le père Béguinou, Rodrigue, la dernière fois. C'est un phénomène né de la colonisation, où vous savez, le colon étant là, a besoin donc de la collaboration des Béninois pour pouvoir, enfin, des gens, des autochtones, pour pouvoir établir son autorité sur le pays. Et donc, il y a des autochtones qui iront donner les informations qu'il faut aux colons, les autochtones, sur leurs compatriotes pour que le colon puisse dominer le pays. Alors, j'ai voulu expliquer ces deux phénomènes pour que vous compreniez et que tout ce que vous allez voir se dérouler devant vous comme film maintenant, vous sachiez quels sont les motifs donc des comportements humains que nous constatons au Bénin. Ces deux phénomènes sont fortement ancrés dans nos pratiques et c'est ça qui conduit à ce que nous avons vu aujourd'hui, ce que nous voyons. Sinon, pour moi, vous êtes aux États-Unis et vous savez bien que euh, le, le comportement humain qui est que lorsqu'il y a élection, il y a pouvoir, il y a une lutte acharnée des uns des autres pour aller le conquérir et n'est pas spécifique à une partie donnée. Et vous savez que quand on fait, par exemple, les primaires aux États-Unis, les gens s'injurient, les gens s'attaquent, les gens se disent tout. Mais personne n'ira, si je suis démocrate, donner aux républicains le moyen de détruire nous, démocrates. Et personne, si je suis républicain, n'ira donner aux démocrates les moyens de détruire nous, républicains. Mais vous voyez ici, les deux phénomènes dont je vous ai parlé, tchétchénabisme et béninoiserie, sont plus forts que les uns et les autres quand les moments critiques arrivent. Et j'espère que nous allons pouvoir nous en sortir. Sinon, le processus qui consiste pour les démocrates à mettre en place
un comité ou des comités pour sélectionner les candidats. C'est un processus, à mon avis, à mon sens, pas totalement démocratique, mais au moins à mi-chemin pour y aller. Et ce processus, s'il a été respecté normalement, sans, et là, c'est là la chose la plus importante à retenir, sans les mines antipersonnelles des lois que nous avons, et les mines antipersonnelles, ça pullule dans les lois, dans le code électoral, dans les lois, pour que, vous savez, l'ennemi, lui, enfin, lui, il s'est barricadé derrière les mines antipersonnelles, donc il a déjà réglé son problème, il a son duo. Donc, vous devez traverser les mines antipersonnelles pour venir à lui. D'où le débat qui surgit et qui est que, est-ce qu'on peut s'auto-parrainer? Dans un pays normal, ça n'aurait pas été un problème. Mais nous sommes dans un pays que d'aucuns de plus en plus qualifient, certains comme certains juristes. Moi, je me hasarde très peu, je n'ai pas fait j'ai pas fait le droit, et je n'ai pas étudié le droit, bien que ce soit un élément que je pense qui est important, dont il faut tenir compte. Mais vous savez, pour discuter des questions politiques, il y a trois éléments importants dont on peut parler. La morale, bien sûr, on peut étudier la politique du point de vue moral, mais on peut aussi étudier la politique du point de vue esthétique. Et moi, c'est du point de vue esthétique que j'étudie la politique depuis un certain temps. Donc, on peut partir du droit pour étudier la politique, on peut partir de l'esthétique pour étudier la politique, on peut partir donc aussi de la morale pour étudier la politique. Et moi, j'ai choisi donc de le faire du point de vue esthétique. Et je n'ai pas fait le droit, mais ceux qui ont fait le droit nous disent de plus en plus que nous sommes en insécurité judiciaire. Et on peut le constater, que les tribunaux, les cours que nous avons peuvent donner des décisions aujourd'hui ont une certaine façon de juger les choses et puis aujourd'hui ont une autre façon de juger les choses. Même ce qu'ils ont jugé hier, aujourd'hui, c'est-à-dire hier, je dis hier, dans les 24 heures, quoi, ce qu'ils ont jugé il y a 24 heures comme étant blanc, ils peuvent dire 24 heures après que c'est vert. Et ça, nous le connaissons maintenant de notre pays. Et donc, voilà, le processus des deux côtés, je crois que on a encore du temps pour voir l'aboutissement de ce que les démocrates ont fait. Euh, il y a, il y a que, je pense que les uns les autres doivent mettre de l'eau dans leur vin pour nous permettre d'aller de l'avant. Mais s'ils ne le font pas, et comme je l'ai dit par ailleurs, s'ils ne mettent pas de l'eau dans leur vin, on parlera bien sûr et on parlera de la télécommande. Cette fois-ci, la télécommande n'est plus à Paris. Voilà. L'affaire Sodino est venue jeter de l'ombre sur ce processus de dépôt des candidatures. Vous avez lu dans la presse sûrement la lettre d'abord de l'honorable Éric Rondeté et celle aussi attribuée au député Michel Sodino. Est-ce que cette fronde interne entre le député Michel Sodino, est-ce qu'on peut dire que c'est une fronde idéologique? Ou comme vous l'avez dit plus tôt, c'est de la béninoiserie ou bien des luttes d'intérêts. Bon, je pense que euh, quelle que soit euh, l'origine donc de cette fronde, elle est malsaine. Elle est malsaine. Malsaine à tous égards. D'abord parce que j'ai lu la lettre du président Eric. Bon, vous savez, nous sommes dans un environnement maintenant où tout le monde soupçonne tout le monde pense tout de tout le monde. Et donc, le président Eric est traité de tout. Moi, je l'ai côtoyé, je le côtoie et je sais que c'est quelqu'un de bien. Il peut avoir ses défauts, mais euh,
dès le départ, dès le début de sa lettre, il a dit que depuis 15 jours, il n'a pas parlé à Sodino. On peut le croire sur ça. Sur ça. Et qu'il a essayé en vain de le joindre. Il a utilisé tous les moyens qu'il connaissait, donc qui lui permettaient de parler à Sodinou, donc de le faire, mais Sodinou ne se rendait pas disponible. On peut le croire pour ça. Maintenant, l'acte de Sodinou est un acte volontaire, personnel, individuel. Parce que, oui, il y a un ensemble, il y a depuis 2023, depuis même la création du parti, on va le dire comme ça, on ne va pas dire depuis 2023, depuis la création du parti, il y a deux camps qui se sont, euh, qui se sont partagés la vie du parti. Le camp Achadé et puis tous ceux qui le soutiennent, et le camp Éric Ndete et tous ceux qui le soutiennent. Je crois que le vrai problème de notre pays, le vrai problème donc d'un parti politique comme celui-là, qui est né il n'y a pas encore 6 ans, hein, 5 ans à peu près, le vrai problème, c'est de ne pas prendre conscience des deux phénomènes dont je vous ai parlé, le tchétchénabisme et la béninoiserie. D'abord cela. Et ensuite, parce que si vous avez pris conscience de ces deux phénomènes, vous allez vous organiser à ce qu'il faut faire des formations, qu'il faut former des militants. Vous vous rappelez un peu le PCB. Dommage que nous n'avons plus de parti politique comme le PCB. Le PCB avait des militants tout dans le Bénin. Tout, mais alors tout dans le Bénin. Il n'y a pas nordiste, il n'y a pas sudiste, il n'y a pas quelqu'un de l'ouest, quelqu'un de l'est. Partout dans le Bénin où vous allez, il y avait des militants. Le PCB faisait de sorte que tous ces militants soient bien formés, en tout cas endoctrinés, de sorte qu'ils sachent comment défendre la cause du parti. Mais malheureusement, nous n'avons plus donc des partis comme ça où des gens sont endoctrinés et savent qu'on va de l'avant pour une certaine cause. Or, la situation politique dans laquelle le parti est né devrait faire prendre conscience à chacun donc de la nécessité de taire les luttes internes de sorte à aller d'abord prendre le pouvoir et après, vous pouvez parler des luttes internes. L'ANC a fait face à des choses pires que ce que nous avons au Bénin ici, mais l'ANC a lutté, un peu comme le PCB, s'est organisé pour aller chercher le pouvoir. On sait qu'après avoir pris le pouvoir, maintenant, il y a vraiment les camps qui ont commencé à émerger et qui font tomber tel président ou tel autre président à leur volonté. Mais ils se sont d'abord organisés pour aller prendre le pouvoir. Alors, maintenant, donc on a là un parti politique qui est né dans une atmosphère hostile, mais qui n'a pas suffisamment endoctriné ses militants ou qui a ramassé des militants, soi-disant militants, parce que quand quelqu'un raconte des difficultés dans le passé politique, il va vous dire après que oui, lui milite depuis 100 ans, depuis 20 ans. Mais écoutez, le militantisme, ce n'est pas ce que nous voyons là, quoi. Ce n'est pas ce que nous voyons là. Et c'est le problème que nous avons. Donc, des gens qui ne sont pas suffisamment militants. Moi, je ne dirais pas comme d'autres comme enfin, comme certains de vos auditeurs le disent souvent qu'ils vont et ce qui les intéresse, c'est d'aller gagner de l'argent. Non, je ne le pense pas. Parce que ne l'oubliez pas, le contexte dans lequel nous sommes, les uns et les autres,
quel que soit ce qu'ils gagnent, d'abord, ce qu'ils gagnent, ce n'est pas eux qui l'ont défini, c'est le pouvoir qui est en place là qui l'a défini. Et quel que soit ce qu'ils gagnent, ils risquent énormément leur vie tous les jours, jusqu'à ce que les élections ne passent. Ils risquent énormément leur vie pour que nous ayons au moins ce que nous avons là. Mais ce que nous avons n'est pas suffisamment militant. Et ça, c'est clair. C'est ça qui fait qu'un problème comme ça surgit. Parce que le député Sodino, qu'il m'en excuse, mais ce qu'il fait là, on appelle ça de l'extrémisme. C'est pareil à des gens qui se mettent la bombe, la ceinture de bombe et qui vont se faire exploser dans les églises, vont se faire exploser dans les marchés. C'est pareil à ça. Qu'il m'en excuse et qu'il prenne conscience du danger qu'il fait courir à tout le monde. S'il est vraiment, il a été vraiment militant, il doit prendre conscience que le président Adrien Mbedi, qui est de Porto Nouveau où il est en difficulté simplement pour avoir dit son opinion sur comment il pense qu'on peut gouverner le pays et que s'il aime bien, s'il n'aime pas les Béninois et qu'il aime au moins les Porto-Nouviens, il peut se dire, mais en faisant autrement, je peux aider le président Adrien Mbedi. Il peut se dire que Joël Aïvo, qui est aussi de Porto-Nouveau, je peux l'aider en faisant autrement. Il peut se dire que bien de gens qui sont en difficulté, qui sont de Porto-Nouveau, qu'il peut les aider en faisant autrement que ce qu'il fait là. Mais comme je le dis, le problème qui se pose, c'est vraiment le problème de militantisme. Il y a bien des gens qui sont en politique et qui militent ou qui disent militer depuis des années, mais nous savons tous que le militantisme réel, ce n'est pas ce que nous observons chez nos politiques actuellement. Et le problème aussi qui s'est posé au parti, c'est que ces dirigeants n'ont pas pris conscience dès le départ que pour aller de l'avant, l'éducation que nous devons donner à ceux qui viennent à nous est importante et que même pour aller de l'avant, on n'a pas besoin d'aller s'acoquiner avec des gens qui, soi-disant, ont fait 10 années, 1000 ans de lutte politique, mais qu'on doit véritablement savoir compter sur des militants qui savent quelle est la cause que nous défendons et jusqu'où nous devons aller s'il faut donner nos vies pour réaliser cette cause-là, pour défendre cette cause-là. Vous savez, je prends un exemple simple. Thomas Sankara euh, n'avait pas, n'avait pas été, comment dirais-je, président pour le plaisir de devenir président. Il est devenu président parce qu'il a observé des choses et il a décidé donc de prendre le pouvoir. Enfin, quand il a pris le pouvoir, dans les circonstances qu'on connaît, son action, son action ne s'est jamais éloignée du militantisme. Militant en utilisant le pouvoir, militant en défendant sa cause, militant pour aller de l'avant, militant pour atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. Et quand est venue l'heure de montrer ou de montrer qu'il est vraiment militant, il a offert sa poitrine. Vous savez, il y avait des rafales dehors. On a dit sortez, sortez. Il a dit à ses camarades, écoutez, restez là, c'est moi qu'il cherche. Il a levé les mains et il est allé à la rencontre des rafales de balles. Donc, c'est dire que le militantisme, c'est autre chose, fait autre chose que ce que nous observons. Mais c'est malheureusement, nous sommes dans un parti qui, donc, depuis 2020, depuis sa création, hein, depuis 2021, n'a pas su créer le ciment entre les militants et s'est installé dans cette division nord-sud, il faut le dire comme ça pour être clair, division nord-sud. Et cette division a failli conduire à l'explosion donc du parti en 2023 à leur congrès. Euh, mais il y a eu
cette idée donc d'amener le président Talon pour faire tampon entre les deux blocs. Euh, En faisant tampon entre les deux blocs, ce que je constate aujourd'hui, c'est que le président Talon, excusez-moi, j'ai dit Le le président président Talon, Yahi. Oui. c'est le président Yahi, bien sûr. Donc, ce que je constate aujourd'hui, c'est que le président Yahi, euh, là également, toutes mes excuses de le dire, mais après toutes les expériences qu'il a vécues, me semble-t-il, ne s'est pas donné les moyens nécessaires pour pacifier le pays, pacifier, pardon, le parti et construire un parti totalement différent de ce qu'on lui a transmis. Parce que vous savez, je vais vous rappeler quelque chose. Il faut que les hommes politiques de notre pays apprennent hein, du président Kérékou, même s'ils ont balayé révolution, tout cela hein, de côté, il y a des choses importantes que le président Kérékou a faites, dont je crois qu'il faut se souvenir. Vous vous rappelez, j'ai dit tout à l'heure que c'est lui qui a initié le diviser pour régner, qui a conduit à la multiplication donc, des partis politiques dans notre pays. Il a fait de belles choses comme il a fait de mauvaises. Ça, là, c'est l'une des choses mauvaises. Mais l'une des belles choses qu'il a faites, quand il a pris le pouvoir au moment de la Révolution, c'est d'unifier notre pays. Nord, Sud, le combat était mortel avant lui. On se tirait là-dessus, se tapait là-dessus. Mais quand il a pris le pays, il a fait de sorte que les uns et les autres aillent à la rencontre, les sudistes aillent à la rencontre des nordistes. Il affectait donc les sudistes au nord, les nordistes au sud. Il a fait de sorte qu'il y ait eu ce brassage-là. Ça a été très, très important dans la vie de notre pays. Et je crois que en prenant la tête du parti, le président Yahi aurait, en apprenant bien sûr de l'histoire, euh, dû faire le nécessaire pour cimenter le tout et que les uns les autres laissent tomber le régionalisme et puis aillent vraiment simplement, soient simplement des militants. Mais malheureusement, je crois que ce que reproche Sodinou donc à la gestion du parti aujourd'hui montre que ce ne fut pas le cas ou même que si ça a été fait, ça n'a pas été suffisamment fait. J'ai écouté euh, un militant assez chevronné donc du parti Les Démocrates aujourd'hui, Moïse Mon choix. euh, Moncho, donc sur l'invité de Esaïe TV, et j'ai le sentiment que les querelles, les peines sont restées les uns chez les autres, les uns contre les autres. Et le président Yahi, bon, on le connaît un peu sa manière douce de dire non, ne vous en faites pas, la paix, la paix, la paix, mais la paix se fait par des actes. Donc Moïse Moncho, en parlant aujourd'hui, et les mots qu'il a utilisés, à mon sens, sont des mots qui indiquent qu'il y a des camps contre des camps dans le parti et il y a des extrémistes contre des extrémistes dans les partis. Malheureusement, le processus électoral est pris en otage maintenant par les extrémistes. Vous savez, un peu comme le Hamas et la droite israélienne. C'est un peu cela quoi, que nous vivons en ce moment. J'espère que les uns et les autres vont entendre raison et revenir à ce qui est rationnel pour nous permettre d'aller de l'avant. On a suivi une déclaration du candidat de l'opposition, Maître Renaud Abodjo, hier où il parlait un peu des difficultés qu'ils ont devant la Sénat. Ouais, une information qu'il a partagée avec le public en disant que l'huissier qui était venu réclamer le parrainage de Michel Sodinou était le même ou bien serait le même que l'huissier de la Sénat. Est-ce que cette information risque de briser la confiance qu'on peut avoir en cette institution qui est la Sénat? Bon, je ne pense pas que beaucoup de Béninois font confiance à la Sénat, aux institutions en général. Je ne le pense pas.
Ça, ça peut sembler une déclaration forte, mais la Sénat, au fil des années, s'est discréditée, n'est-ce pas? Avec, pour moi, par exemple, une déclaration aussi tonitruante que de dire que les documents électoraux dans un processus électoral qui n'est pas encore terminé sont caducs. Euh, et beaucoup donc de comportements donc de la Sénat que nous avons constaté dans le temps qui ne sont pas de nature à renforcer la confiance qu'on peut avoir en cette institution-là. Oui, si cela s'avérait, puisque c'est le candidat qui parle, il faut aussi prendre des gants par rapport aux déclarations des candidats, euh, étant donné que l'analyse ici est une analyse sérieuse. On peut prendre fait et cause pour les uns et les autres, mais il faut porter des gants dans une analyse sérieuse pour dire que si cela s'avérait que effectivement l'huissier qu'on a retrouvé là est le même huissier qui est venu au domicile du président Yahi, c'est, je dirais que en fait, ce qui se passe, c'est que le, le camp de la mouvance, et puis bon, le camp de la mouvance, simplement parce que la mouvance utilise abondamment et sérieusement les institutions, n'a pas peut-être initié la division ou les querelles qu'il y a au sein du parti, mais le camp de la mouvance récupère et veut récupérer ces divisions-là pour sa cause. Et la Sénat, vous savez, c'est un instrument aujourd'hui dans les mains du camp de la mouvance. Et donc, et, elle peut se comporter comme pour favoriser ou pour ne pas favoriser ci ou ça. Comme je le dis, vous le savez bien, nous avons eu l'histoire de fautes mineures, de fautes mineures, de fautes majeures dans ce pays pour une institution qui veut vraiment qu'on lui fasse confiance. Donc, la Sénat, tout en n'étant pas l'initiateur donc des choses comme ça, peut être un instrument qui est utilisé pour la récupération donc des divisions qu'il y a à l'interne. C'est pour cela que les acteurs à l'interne, les acteurs du Parti Les Démocrates, doivent prendre conscience très rapidement s'ils n'avaient pas conscience déjà que il y avait des mines antipersonnelles dans le code, et ils le savent bien, doivent prendre conscience qu'il faut revenir sur soi, qu'il faut reprendre l'initiative pour pour passer les élections là et les bien passer. Parce que vous avez vu comment les jeunes se sont mis dans la rue de façon spontanée pour accompagner le duo candidat à la Sénat, le duo, je veux dire le duo du Parti Les Démocrates. Et les jeunes qui n'ont rien demandé, qui se sont spontanément mis derrière ce duo, attendent de chacun d'eux un comportement qui reflète le comportement responsable que eux, ils veulent accompagner pour aller dans les élections. Donc, moi, je pense que oui, la Sénat, il ne faut pas l'accuser d'avoir initié les divergences, mais la Sénat, comme ce fut le cas avant, est utilisée pour qu'on récupère les divergences au profit donc, du camp de la mouvance. Voilà. On a appris que demain, lundi, ou ce lundi 20 octobre, le parti, les démocrates, va jouer dans une certaine mesure sa dernière chance de participer à cette élection présidentielle d'avril 2026 devant la Cour constitutionnelle. Vous avez parlé plus tôt dans cette émission que les juristes disent que nous sommes en insécurité judiciaire. Quelle chance donnez-vous aux démocrates devant la Cour? Oui, moi, je ne crois pas que c'est la dernière chance. Je crois que c'est l'avant-dernière chance. C'est l'avant-dernière chance. Quel que sera on va prendre hein, les possibilités de résultats. J'ai entendu l'un de vos
l'un de vos auditeurs, ou je ne sais pas, il est très actif hein, quand même sur votre chaîne pour expliquer de long en large comment la Cour ne peut pas trancher en faveur de les démocrates. Je crois qu'il se trompe. Et je crois aussi que et c'est là où les lois, ou du moins la loi, comme je l'ai dit, il y a trois façons dont on peut expliquer les phénomènes politiques, mais la loi n'est qu'une façon d'expliquer les phénomènes politiques et elle n'est pas non plus la façon absolue d'expliquer les phénomènes politiques. Il se trompe parce que la, ce que les uns les autres nous ont dit. C'est-à-dire, si nous voulons nous en tenir à la loi, et là je reste dans le cadre de la loi, et ceci, je fais référence à l'esprit de la loi. Le professeur Sosa, ayant pris part ou ayant même présidé le dialogue politique qui a conduit, vous vous rappelez, en 2019, le dialogue politique qu'on a essayé d'organiser pour sauver la face et permettre au processus de continuer, de sortir de ce dialogue, le professeur Sosa a expliqué beaucoup de choses concernant euh, l'esprit dans lequel les réformes ou oui, les réformes qui ont été opérées au niveau du code électoral et tout ça là ont été opérées. Et j'espère que cet esprit va guider la Cour tout entière, parce que c'est ça le problème. Si nous restons dans l'esprit de la loi, l'esprit que je ne parle même pas de ce que les démocrates disent, mais de l'esprit que la mouvance ou les tenants de la mouvance qui ont fait les réformes que nous avons là, l'esprit qu'ils nous ont, que, que c'est cet esprit-là qui guide les réformes, eh bien, il est clair que le parti a l'ascendance sur l'individu. C'est vers ça que nous allons. C'est vers ça que c'est vers ça qu'ils nous ont dit qu'ils veulent nous conduire, que les partis politiques aient l'ascendant sur l'individu. Et que à partir du moment où les partis politiques ont l'ascendant sur l'individu, si nous sommes dans un processus où le parti n'a pas, me semble-t-il, menotté M. Sodinou pour le mettre dans un bus. J'étais dans une émission hier avec quelqu'un qui défend donc la mouvance, qui me dit que oui, un bus qu'on pourrait intituler prison, prison, c'est quelque chose de les démocrates, mais je ne crois pas qu'on ait mis des menottes à M. Sodinou pour le mettre dans ce bus pour l'amener à la Sénat chercher la fiche de parrainage. Et ensuite, je ne pense pas qu'on lui ait mis des menottes et qu'on lui ait mis un fusil sur la tempe pour dire, bon, écoutez, vous donnez le parrainage ou pas. Et à partir du moment où le parrainage est cédé au parti, euh, si l'esprit donc, des réformes dont on nous a parlé est celui qui a guidé véritablement les gens, je crois que la Cour ira dans la direction de renforcer le système politique. Et renforcer le système politique, c'est renforcer le parti au détriment de la volonté de l'individu. Et pire, vous êtes aux États-Unis, et je vous rappelle que je crois que c'est Nixon, n'est-ce pas, qui a essayé d'espionner le Parti démocrate en son temps, et que lorsqu'il a espionné le Parti démocrate et que cela a été découvert, c'est allé à sa démission. Et, et si nous avons un pays sérieux, si nous avons un pays sérieux, je crois que même les actes de Sodinou, l'État devrait diligenter une enquête tout de suite, parce que là, on veut renforcer les partis politiques. Et si on veut renforcer les partis politiques, il faut les protéger contre les agissements des individus, contre les agissements comme ça, et faire de sorte que on a
on ne donne pas à l'individu la possibilité donc, de détruire l'élan d'un parti politique, l'élan qui est en construction, même si je ne suis pas d'accord avec cet élan depuis les réformes de 2018, l'élan qu'on nous a dit que c'est ça qui guide les réformes, je crois que si on tient compte de tout ça, les arguments qui consistent à lire la loi comme un élève ou un étudiant de droit seront tombés et nous allons naturellement avoir une décision en faveur donc, du parti, c'est-à-dire que la fiche de parrainage du 2 septembre serait naturellement, je crois que c'est le 2 septembre ou bien 2 octobre, c'est le 2 septembre. De Donc la septembre. fiche de parrainage, oui, la fiche de parrainage de 2 septembre serait celle qui serait opérationnelle au lieu d'une fiche hypothétique qu'on ne sait pas où est-ce qu'elle se trouve en ce moment, puisque le Sodi nous dit qu'il n'est pas allé chercher une fiche. Donc, la fiche serait peut-être encore à la Sénat en ce moment. Moi, je pense simplement que renforcer les partis politiques dont on nous a chanté les éloges tout le temps, que c'est ça la réforme. La réforme, c'est pour renforcer les partis politiques, pour qu'on ait plus ce qu'on a, des individus qui ont des partis politiques dans leur sac, des individus qui ont ceci. Voici le carrefour où nous verrons se faire et se décider la volonté donc de renforcer les partis politiques. Je crois que le président de la Cour, Dorothée Sosa, prendra toute la mesure, avec ses pairs bien sûr, hein, toute la mesure de ce qui se joue et prendra la décision. Maintenant, s'ils prennent la décision selon laquelle la Cour donne raison au parti les démocrates, ça règle le problème. On peut aller de l'avant et oublier Sodinou et tout son blablabla. Par contre, s'ils prennent la décision contraire, qui est que Sodinou a fait les cours comme les juristes se plaisent. Vous savez, quand il y a un problème, les juristes trouvent toujours les moyens de nous dire que oui, c'est ça là qui est vrai. Or, la science juridique n'est pas une science exacte. Je suis désolé de le dire. La science juridique n'est pas une science exacte. Et donc, s'ils prennent la défense des cours qui ont pris des décisions à la va-vite, vous savez, c'est comme si elles attendaient que Sodi nous vienne dire, oui, j'ai tel problème, aidez-moi. Et puis, paf, ça part dans tous les sens. Rapidement, on prend des décisions, rapidement, on va à la Cour suprême, on confirme rapidement, on fait tout. S'ils prennent le côté de cette décision, alors, il reste maintenant encore une possibilité de s'en sortir. Il reste pour Sodinou le moyen de prouver maintenant qu'il n'est pas traître. Et bien sûr, et bien sûr, dans cette deuxième option, il y a le parti, donc les uns et les autres, qui doivent mettre de l'eau dans leur vin et écouter les demandes de Sodinou. Et puisqu'il a dit qu'il est ouvert, je crois ainsi, les lettres qui ont été publiées sont à son nom réel. Il a dit qu'il est ouvert au dialogue et qu'il veut encore sauver la paix et qu'il veut ci, il veut ça. Donc, il faut l'écouter maintenant pour voir qu'est-ce qu'il veut. Ce qui est sûr, je ne sais pas si c'est le président Eric qui va venir, qui va revenir comme candidat. Vous savez tous que nous tous, on a vu le président Eric candidat avant tout, avant que le débat sur l'autoparrainage n'émerge. On peut dire aussi que les gens ont suscité le débat sur l'autoparrainage, mais je pense que le parti manque de choses importantes pour aller de l'avant. Si tant est qu'ils arrivent à sortir de cette crise, il n'y a pas de la prospection stratégique dans ce parti. Il n'y a pas de la prospection stratégique. Parce que la prospection stratégique, leur aurait fait faire depuis 2023, non, depuis 2024, où le code électoral a été voté.
leur aurait fait prendre les décisions qui consistent à, comment on l'appelle, à mettre sur la table tous les modèles ou les possibilités qu'ils pouvaient avoir en termes de difficultés et de proposer des solutions avant qu'on arrive même ici. Mais là, vous voyez, on est là, bon, c'est sans solution, c'est sans issue. Et donc, Sotinou on pourra l'écouter dans la deuxième option. Si tant est qu'il n'y a pas de télécommande derrière, qu'on écoute ses demandes, qu'on fasse des concessions, que lui aussi fasse des concessions et qu'on puisse aller de l'avant. Les concessions, il y en a beaucoup. Si on doit, j'ai vu circuler une lettre aujourd'hui même qui demande au président de la République de proroger le délai de dépôt des dossiers, donc pour permettre que le parti de l'opposition puisse donc maintenant faire le pas de proposer d'autres candidats. Le président de la République, vous le savez, rien ne va l'enlever, hein, rien, ce n'est pas les jérémiades ou quoi que ce soit qui va l'enlever de son chemin. Donc, ce n'est pas lui quand la chose est tellement aussi plausible pour sa rationalité, ce n'est pas donc les lettres ouvertes qui vont lui demander de changer d'avis. Mais si donc on ne peut pas rouvrir le processus ou bien prolonger le processus pour qu'on réintègre le candidat Eric ou quelque chose selon la volonté de Sodino, il y a dans le ticket des possibilités. Dans le ticket, je parle de ticket, puisqu'on parle de ticket aux États-Unis. Donc, il y a dans le duo des possibilités de satisfaire les demandes de Sodino, à savoir qu'il faut renverser peut-être les positions dans le ticket pour que lui puisse se sentir représenté, valablement représenté. Mais quand on le fera, il y aura aussi les extrémistes de l'autre côté qui vont dire et qui ont déjà dit que si on ne mettait pas si à la tête, ils vont retirer leur parrainage. Il va falloir donc que le dialogue s'installe entre les deux camps pour que l'on aille vers une résolution définitive de cette crise et que chacun sache que là où il se trouve, ces militants qui l'entourent ont besoin que cette crise soit dénouée. Je ne sais pas combien de personnes m'appellent, même avant qu'on ne se mette en ligne ici, combien de militants m'appellent tout le temps pour demander mais où est-ce qu'on en est? Comme si moi, je savais ce qui se passait au sein du parti, comme si je suis un acteur de ce qui se trame. Et qui disent, mais on ne dort plus depuis 2 jours, 3 jours, on ne dort plus. On ne dort plus. Et je voudrais que chacun d'eux entende ce cri-là. On ne dort plus. On ne dort plus à Malanville. On ne dort plus à Djougou. On ne dort plus à Natitengu, à Peuco, à Parakou, à Bomé, à Tassa, Savalou, Cotonou, à Porto Nouveau, à Djadjo, je ne sais plus où. On ne dort plus cause de leur comportement. Et donc, il faut qu'ils puissent prendre conscience de cela et que, bon, on aille vers la résolution. Donc, quelle que sera la décision de la Cour, il y a des possibilités, si tant est que nous ne sommes pas dans un cas où Sodinou est sous l'emprise d'une télécommande. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ce qu'on a connu en 2019, avec un Parlement monocolore, est-ce que c'est envisageable aujourd'hui qu'on se retrouve dans un scénario où le parti des démocrates ne sera pas à la prochaine présidentielle? Tout a été fait dès le départ, c'est pourquoi j'ai parlé des mines antipersonnelles. Tout a été fait dès le départ pour que le parti, les démocrates, ne participent pas. Parce que, vous vous rappelez, c'est Guédou qui l'a si bien décrit. On a 16 parrainages pour aller pour aller aux élections présidentielles. Brutalement, 16, on passe de 16 à 28 sur la base de quelle rationalité? Aucune. Mais seulement sur la base de la rationalité de ceux qui ont le pouvoir de faire la loi comme ça. Et, et donc, on a fait cela donc pour mettre le parti, les démocrates, un peu comme sur le bord de la falaise. À tout moment, on peut vous pousser et puis vous tombez.
Et quand on a fait cela, on ne s'est pas arrêté là. On a codifié la loi dans tous les sens pour poser des mines antipersonnelles. Je le dis parce que j'aime bien cette métaphore qui permet de décrire ce qui se passe pour que chaque pas qu'ils doivent poser, ils réfléchissent pas 10 000 fois. Et c'est ça qui a poussé au débat sur l'autoparrainage. C'est les mines antipersonnelles. C'est ça qui a poussé au débat sur l'autoparrainage. Et puis, le contexte juridique dans lequel nous sommes, comme je l'ai dit, d'autres qualifient comme étant de l'insécurité. Ce contexte ajouté à tout ce qu'il y a comme mine antipersonnelle, les partis, les démocrates ne pouvaient être qu'en difficulté. Et la seule chose qui allait régler cette difficulté, c'était que le parti soit resserré sur lui-même, que tous les membres parlent du même langage, aiment la même vision, aient le même niaque pour aller vers les élections et qu'il n'y ait pas de calcul. Mais malheureusement, il y a les calculs et, et malheureusement, les uns et les autres ont laissé les calculs exploser au moment où il ne fallait pas que ça explose. Et c'est là que c'est le problème que nous avons. On aurait pu, les problèmes, on a parlé de régionalisme, on a parlé de mauvaise gestion ou de ceci ou de cela des hommes. Moi, je pense que le député Sodinou, du haut de son, de son mandat de député au sein du parti, aurait pu provoquer le débat sur ces questions-là depuis 2023 jusqu'à 2024 pour qu'en 2025, on aille simplement librement et que chacun se sente plus en confiance pour aller vers les élections. Mais il ne l'a pas fait. Et il a attendu 2025 et au cœur du processus électoral pour déclencher son action kamikaze, que je qualifie donc d'extrémiste. Donc, on va finir cette émission en parlant d'autres acteurs politiques qui ont choisi de rester en marge de ce processus électoral. Vous l'avez cité au début de cette émission, le président de Restaurer l'Espoir, Candide Azanaï. On peut parler de Sabi Sira Korogono aussi. Et dans une certaine mesure, euh, Kemi Seba, des acteurs politiques qui estiment que les conditions ne sont pas réunies pour pouvoir participer à une élection libre et transparente aujourd'hui au Bénin. Par rapport à ces acteurs-là, est-ce que leur position tient debout au vu du système partisan? Oui, j'ai suivi chacun d'eux avec plaisir et souvent avec intérêt. Oui, Euh, j'ai oublié d'ajouter aussi Monsieur Joseph Otameyon, que j'ai reçu d'ailleurs aussi sur mon panel, qui a tenu oui, à bien peu près sûr, le même langage. Oui. bien, bien sûr, Joseph Camaillon, c'est un grand frère. Je les ai suivis tous avec intérêt et je pense que, et j'ai suivi aussi, ne l'oubliez pas, le grand, Martin Rodriguez. Martin Rodriguez, voilà. J'ai suivi aussi Martin Rodriguez. J'ai suivi beaucoup d'acteurs hein, qui disent la même chose, il ne faut pas aller aux élections. Je crois qu'ils se trompent. Je crois qu'ils se trompent. Et qui ont dit, oui, on ne va pas à une élection avec un dictateur, je crois qu'ils se trompent. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est vrai, un dictateur a toujours toutes les cartes en main. Un dictateur peut toujours, à tout moment, faire ce qu'il veut pour contrôler un processus comme il veut. Mais il arrive toujours ce moment M, où il y a une petite faiblesse, et c'est ça que tout le monde prend et qui fait qu'on arrive à atteindre les objectifs, donc de lui prendre le pouvoir. Depuis 2018, 2019, puisque c'est en 2019 que véritablement, en mai, le 1er mai, n'est-ce pas, que les violences ont commencé dans le pays, je crois que les gens se sont trompés sur ce qu'il fallait faire pour reprendre le pouvoir donc des mains du président Talon. Euh, tout le monde
blanc, de but en blanc, il faut y aller par la rue. En oubliant qu'il y a d'autres moyens de recours qu'il faut utiliser de façon progressive pour aller jusqu'à ce niveau avant que la rue ne se mette derrière le processus. Et on accuse naturellement le Béninois de ne pas être capable de sortir dans la rue, de ne pas être ci, de ne pas être ça. Mais vous n'avez pas donné suffisamment de preuves aux Béninois de sortir dans la rue. Et vous constaterez avec moi qu'en 2019, quand tout le monde est sorti dans la rue, le processus du président Talon était encore en ses débuts. Et très peu de gens comprenaient ce que c'est que le processus. Euh, il y avait un discours qui tendait à croire que oui, on va vers un meilleur monde et que ceux qui s'opposent sont donc les ennemis du bonheur du peuple. Mais aujourd'hui, on voit plus clairement que le bonheur ou bien l'éléphant annoncé est arrivé les pieds cassés. Et qu'à partir du moment où c'est arrivé les pieds cassés, il faut mieux organiser notre réflexion. La réflexion n'est pas de dire oui, on va aller, on va y aller. Je comprends qu'un certain Rodriguez, par exemple, euh, n'ait aucune confiance en Yahi, qu'un certain candidat Zanaï n'ait aucune confiance en le président Yahi, euh, et que, je ne sais pas, euh, les autres n'aient pas de confiance en Yahi. Je comprends cela. Seulement, en même temps que le processus est, est arrivé au niveau où c'est arrivé là, dans le même temps, il y a le plan Yahi qui a réussi quand même à, à donner le signal qu'il y a des possibilités d'aller prendre le pouvoir d'une certaine manière. Je ne fais aucune, je ne révèle aucune confidence en disant que, vous savez, en 2023, parce que tout le monde se plaît à dire, quand il vous a donné 28 députés, qu'est-ce que vous avez pu faire? Tout le monde se plaît à dire cela. Mais je ne révèle qu'un secret en disant qu'en 2023, les démocrates n'ont pas surveillé les élections. Et que les 28 députés qu'ils ont eus viennent exactement des endroits qu'ils ont pu surveiller. Et donc, c'est à peu près 28, 25, 28% du territoire qui était surveillé en matière d'élections électorales. Pardon, en matière d'élections législatives dans le temps. La première chose qu'il faut, c'est d'aller aux élections. D'aller aux élections, c'est-à-dire, vous dites, vous dites, on veut faire de la résistance et un jour, on va prendre le pouvoir. Ça viendra de quelle légitimité? Vous n'avez rien sous la main. Vous êtes comme tout citoyen, puis vous décrétez que vous allez prendre le pouvoir et par force. Même l'armée ne peut même pas se mettre derrière vous comme ça. Si elle ne trouve pas dans ce que vous faites une certaine légitimité. Ça savez, regardez par exemple à Madagascar. Les enfants se sont mis dans la rue pour des raisons très simples et que personne ne peut contester. Les voies ne sont pas bonnes. L'électricité, on n'a pas. Ceci, on n'a pas. C'est à partir de là que la répression qui s'ensuit donne maintenant une certaine légitimité à quelque chose pour qu'on arrive à faire ce qu'on a eu à Madagascar. Donc, on ne peut pas dire, depuis que le président Talon a pris le pouvoir, j'ai comme l'impression qu'il y a des acteurs qui ne voient dans la, la prise de pouvoir que la seule possibilité d'aller par la force. Or, la force est de son côté. Donc, il faut d'abord, vous voyez le problème que posent les partis, les démocrates, maintenant aujourd'hui au pouvoir. Le problème que pose. Parce que si il n'y avait pas les partis, les démocrates, ben, vous et moi, on ne serait pas en train de parler là aujourd'hui, hein, pour transformer
pour faire troisième mandat, ça, c'est comme une lettre à la poste. Il n'y a rien qui arrête ça. Si les démocrates n'étaient pas là. Donc, c'est dire qu'il y a un pas qui a été fait dans la conquête du pouvoir. Mais quel pas nous faisons ensuite devait être élaboré, stratégique, qui regroupe maintenant tous ces acteurs-là, autant ceux qui disent qu'il faut y aller par la force que ceux qui disent qu'il faut y aller par les élections. Mais vous savez, ceux qui disent qu'il faut y aller par la force pensent avoir une certaine légitimité, pensent ou parlent comme si eux, ils sont tout à fait blancs, neutres, et que les autres sont les sales, les malades qu'il faut renier. Non, jamais. La lutte politique ne se fait pas comme ça. La lutte politique, et surtout que quand ils veulent parler, ils ne parlent pas des autres en des termes très raisonnés qui, à mon sens, permettent de dire, mais il faut les déchoir de la position qu'ils occupent aujourd'hui, mais plutôt simplement de les injurier. Ils vont chercher de l'argent, ils vont faire ceci. Je crois que le contexte dans lequel ils sont aujourd'hui, chacun d'eux met sa vie en danger, quel que soit ce que vous pensez. Et qu'il faut parler, dialoguer entre eux, tous ceux qui pensent qu'il faut reprendre le pouvoir au président Talon, dialoguer entre eux, chacun avec ses moyens, on organise les moyens et on fait de sorte qu'à aller, mais d'abord à aller de façon légale. Parce que si vous n'allez pas de façon légale, si vous n'allez pas de façon par les urnes, qui est le moyen légal, hein, constitutionnel de prendre le pouvoir chez nous au Bénin, vous serez vu comme un groupe de rébellion et vous serez traité comme ça. Même l'opinion internationale ne va pas vous considérer. Parce que là où l'opinion internationale commence à écouter un peu ce que vous faites, c'est que vous avez une certaine légitimité. Et cette légitimité vient d'abord et avant tout de ce que vous avez fait. Aujourd'hui, les démocrates ont fait un pas. Il reste à organiser, à structurer, à mieux structurer ce pas et aller de l'avant. Moi, j'ai entendu des gens chez vous dire souvent, hein, et ils ont parlé, ils ont dit qu'ils sont panafricanistes et le panafricanisme est la troisième force. Je crois qu'ils doivent encore aller à l'école de ce qu'on appelle panafricanisme. Le panafricanisme, ce n'est pas un groupe de violents. Attention à ne pas dévoyer ce que c'est que le panafricanisme. Le panafricanisme n'est pas un groupe de violents qui se met quelque part pour vouloir prendre la force, bon, le pouvoir d'État par la force. Le panafricanisme n'est pas du tout cela. Moi, ma première rencontre avec le panafricanisme s'est faite en 1994, où le premier que j'ai commencé à lire, c'est Dubois. Dubois. Ensuite, vous lirez Dubois, Padmore, vous lirez Check on That Job, vous lirez, vous avez Bob Marley, vous avez un certain nombre d'entre eux que j'ai lus. Moi, je suis un panafricaniste. Et le panafricanisme, ce n'est pas un mouvement qui veut prendre le pouvoir par la force. Vous avez au sein du panafricanisme et ce n'est même pas un parti politique, c'est un idéal. Et l'idéal panafricain devrait être l'idéal de tout le monde. C'est ce que moi je crois. Mais il y a pas manque d'éducation que beaucoup ne connaissent pas ce qu'on appelle panafricanisme. Je fais en ce moment même un travail sur Thomas Sankara. Il y a Patrice Lumumba. Il y a pas de panafricanistes que vous devez faire attention à ne pas à ne pas faire penser aux gens que le panafricanisme, c'est la prise de pouvoir pour force, ou que c'est la seule option euh, qu'il faut pour que le panafricanisme devienne l'idéal des Africains. Ce n'est pas normal. Il faut aller, et moi je vous l'assure, si vous voulez, on ne parle pas stratégie à la télé, hein, mais moi, je vous assure, si le Parti Les Démocrates s'était donné des stratèges qu'il faut et s'était donné les moyens de réfléchir par stratégie et ne pas réfléchir de façon linéaire et s'était donné les moyens
d'anticiper tout ce qui devrait arriver. Je pense que nous ne serons pas en train de parler aujourd'hui d'un certain Sodinou qui fait ce qu'il fait là, parce que ce qu'il fait aurait déjà été anticipé, les solutions à ça auraient été déjà, seraient connues et on irait de l'avant. Mais, donc, je voudrais résumer en disant que, un, je ne pense pas du tout qu'il y ait, qu'il qu'il soit nécessaire, le grand frère que vous avez reçu, j'oublie un peu son nom, le grand frère que vous avez reçu, Martin euh, Rodriguez, non, ou bien, non. bon, le Mater Roguez, mais l'autre grand frère Joseph récemment, Avignon. Joseph Tameyon, il a été au cœur de ce qui s'est passé en 2021, n'est-ce pas? Et il a vu là où, là où ça aboutit. Pour qu'il y ait révolution, il faut se le rappeler, les acteurs politiques, la force de travail, donc les travailleurs et les étudiants et les jeunes doivent parler le même langage pour qu'il y ait révolution. Donc la révolution n'arrive pas en l'air comme ça. Ce n'est pas quelque chose où, dès qu'on crie, eh, sortez, vous souffrez, sortez, et puis bon, les gens vont sortir. Ça n'arrive pas comme ça. C'est quelque chose qui est pensé par les forces vives, qui viennent ensemble. Et lorsque les forces vives viennent ensemble, le jour où les forces vives viennent ensemble, personne ne résiste à ça. Mais crier ou demander aux gens d'aller dans la rue parce que, bon, on souffre, ça n'amène, enfin, pour tous ceux qui ont fait quand même, qui ont étudié un peu les politiques publiques et qui connaissent ce qu'on appelle l'action collective, il est difficile de mettre les gens dans l'action collective sur la base de raisonnements qui sont très peu maîtrisables par eux-mêmes. Je crois qu'il est important que chacun sache. Moi, je crois fermement au panafricanisme et je sais que ça finira par prendre le dessus parce qu'il y a seulement deux pensées qui se partagent, la pensée qui se partage, la compréhension des Africains, c'est soit le panafricanisme ou bien l'impérialisme, ou bien ceux qui servent l'impérialisme parce qu'ils servent leurs propres intérêts, ou c'est le panafricanisme et nous prenons les décisions par nous-mêmes. Mais il faut savoir ne pas dévoyer la valeur du panafricanisme avant que ça ne soit une effectivité dans la vie des citoyens. Parce que je ne crois pas que les, ceux qui parlent aujourd'hui d'aller prendre le pouvoir, de faire de sorte que la rue puisse prendre le pouvoir, si on leur donne le pouvoir aujourd'hui, je ne crois pas qu'ils puissent savoir ce que c'est que l'État et comment gérer l'État correctement pour que les populations ne se sentent mieux dans le temps et de sorte qu'on ne retourne pas dans les travers qu'on a connus jusque-là. Il est important de savoir que les démocrates, en fait, toute la stratégie doit se regrouper autour de l'aide démocrate parce que c'est la seule fenêtre qui permet d'aller légalement vers le pouvoir aujourd'hui. Ça doit se retrouver autour de ça. Et c'est lorsque l'échec est totalement constaté à ce niveau qu'on peut pas penser d'autres choses ou penser à autre chose, mais pas décréter comme ils l'ont fait de 2019. Ils ont décrété la rue. La rue n'a apporté rien. Ça a permis que on connaisse mieux les chasseurs de Savait et autres. 2020, encore la rue. Et puis, 2021, la rue. La rue n'a pas été neutre dans tout ce qui s'est passé jusqu'ici, mais ça n'a pas donné les résultats parce que les éléments essentiels qui permettent que la rue arrive à arracher le pouvoir à celui qui est au pouvoir, les éléments ne sont pas réunis. Merci beaucoup. Donc, nous avons reçu pour vous Dr. Paul-Marie Russou. Avec lui, on a essayé d'analyser l'actualité politique béninoise. Donc, merci beaucoup, Dr. Russou, pour votre disponibilité. Merci, c'est moi qui vous remercie et merci pour cette occasion que vous me donnez de parler moi aussi un peu à votre auditoire. J'espère pouvoir interagir avec certains parmi eux qui vraiment ont de très bons arguments, mais qui, me semble-t-il, parfois euh, oublient des aspects donc, de la vie des nations et qui font que
il pense que ce qu'il pense, c'est ça qui est la vérité. Non, il y a d'autres, toujours d'autres pans à la vérité et il faut s'ouvrir à tous les pans pour que nous puissions réussir. L'une des choses que nous devons retenir de tout ce qui arrive depuis 2016, c'est que sans la réflexion, rien n'est possible. Ce qui se passe là, c'est sans réflexion. Il y a pas grande réflexion. On est dans la conjoncture, dans la conjoncture. Il faut être dans la stratégie, il faut être dans la structuration des réflexions. Et j'espère que nous allons pouvoir le faire et arriver à aller de l'avant face à tout ce que nous avons vécu jusque-là. Et je vous remercie pour l'occasion qui m'a été donnée. Merci beaucoup.